Je remonte le Nil vers un royaume qui existe depuis la nuit des temps. Un endroit où régnaient des pharaons. Des pharaons à la peau noire. Des pharaons qui n'étaient pas égyptiens. Ici prospérait une civilisation africaine aujourd'hui disparue. Comme les Égyptiens plus au nord, ces rois bâtirent des temples et des pyramides qui allaient durer 5000 ans. Mon voyage m'amènera plusieurs milliers de kilomètres en amont du Nil, au milieu du désert, là où les températures avoisinent les 50 degrés, à la rencontre des pharaons nubiens d'Afrique. Bonjour, je m'appelle David Adams. Je me trouve au Soudan, à 2 jours et demi de bateau de la frontière égyptienne, au milieu de ce qu'on appelle ici la zone cachée. C'est la région la moins visitée du Nil. D'ici à Khartoum, capitale du désert soudanais, se succèdent les temples, les tombeaux et les forteresses, vestiges d'un empire qui régnait jadis sur toute l'Égypte. Un voyage de 500 km à vol d'oiseau, qui se transforme en périple de 1600 km quand on suit les méandres du Nil. Mais tout d'abord un peu d'histoire. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, il y a de cela presque 3000 ans, Shabako, le roi de Nubie, conquit l'Égypte. Sa dynastie, la 25e dynastie nubienne, allait dominer ce pays durant plus d'un siècle. Shabako était noir. Lui et ses descendants bâtirent des temples et des pyramides. Son empire s'étendait de Khartoum à l'actuelle Alexandrie. L'apogée d'une civilisation dont les origines remontent à 5000 ans. Aussi, pour retrouver les racines de cet ancien empire africain, je remonte le Nil à la voile dans la plus pure tradition. Mon équipage est nubien. Ces hommes sont des descendants directs de ceux qui ont combattu au service des pharaons noirs. Je naviguerai à bord d'une felouk, un bateau qui a subi peu de modifications depuis 3000 ans et qui est parfaitement adapté à la navigation sur les eaux calmes de ce fleuve. Le Nil est si facilement navigable pour une raison très simple. Le courant va dans un sens, de Khartoum à Alexandrie, alors que le vent du nord souffle dans l'autre sens. Le Nil est la ligne de vie du Soudan. 60% de ses eaux se forment dans les hauts plateaux éthiopiens et se déversent dans le Nil bleu pour nourrir ses berges fertiles. Mais cette ligne de vie est bien fine. Elle forme un mince ruban verdoyant au milieu de terres désertiques. À moins de 2 km des rives apparaissent déjà les sables brûlants du désert nubien. Depuis des siècles, les Nubiens du Soudan vivent dans des maisons en terre. Mais je ne soupçonnais pas que l'on pût donner à la terre des couleurs aussi vives. Les murs de ces maisons sont ornés de fresques aux formes géométriques et aux teintes éclatantes.
Je remonte à nouveau dans le temps. Les ancêtres de ces villageois vivaient jadis sous le règne des pharaons noirs. S'ils payaient leur tribut et vénéraient l'ancien dieu, Amon-Ré, les pharaons se montraient bienveillants en retour. Par contre, s'ils manquaient à leur engagement, ils provoquaient la colère des pharaons. Aujourd'hui, les villageois sont musulmans. Et dans la plus pure tradition de l'islam, leur sens de l'hospitalité s'étend à tous les étrangers. Ces édifices sont vraiment incroyables. Toutes ces maisons d'adobe évoquent le Mexique plutôt que le cœur du Soudan. L'école commence tôt au Soudan, à 7 h du matin. Et comme il est rare qu'un occidental passe par là, le professeur saute sur l'occasion et me demande de parler de mon pays d'origine, l'Australie. Sydney, bravo. Oui, c'est de là que je viens, Sydney. Est-ce qu'ils connaissent cet animal? Alors, il a de grandes oreilles. Ouais, c'est ça. Et puis une très longue queue. Quelqu'un connaît cet animal? Oui, le kangourou. Je me demande ce qui se passerait si on demandait à des enfants occidentaux de citer un animal du Soudan. Je serais encore plus surpris s'ils savaient où situer ce pays. Tout semble si calme et paisible ici. Mais juste de l'autre côté du fleuve, on peut apercevoir un vieux fort. Sa présence austère rappelle les ambitions rivales de l'Empire qui venaient si souvent bouleverser la paix de ce fleuve majestueux. Voici un autre monument, un temple bâti par un guerrier égyptien, Amenhotep III, l'arrière-arrière-grand-père de Toutankhamon. Édifié il y a 4000 ans, il est plus ancien que le temple du roi Salomon, Babylone et les ruines de la Grèce antique. Les pharaons noirs y puisèrent leur inspiration. En se promenant au milieu de ces colonnes et de ces édifices en ruine, difficile de ne pas admirer la qualité de l'ouvrage. Ces temples ont des milliers d'années et pourtant ils semblent avoir été sculptés hier. Mais où sont les touristes? Si nous étions en Égypte, ce temple fourmillerait de visiteurs. Mais là, je suis seul. À l'époque d'Amenhotep III, c'était un avant-poste impérial qui délimitait les marges de l'Empire, la fin du monde. D'un côté s'étendait l'Égypte, le monde connu. Au-delà, l'Afrique noire et la province nubienne de Kouch. Je viens d'atteindre une autre barrière, naturelle cette fois-ci. La troisième cataracte. Une série de rapides infranchissables qui retardent tous les navigateurs. Ma felouk ne peut pas aller plus loin. Et comme si ce n'était pas suffisant, sur la falaise qui surplombe la cataracte, une inscription avertit les voyageurs des dangers qui se trouvent en amont. Nous sommes sur la frontière d'origine entre l'Égypte ancienne et la province nubienne de Kouch.
Demain, je retrouverai la trace d'un autre guerrier dont l'ambition impériale fut anéantie par la volonté d'hégémonie d'une grande puissance coloniale. Je suis sur le point de pénétrer dans le pays de Kush. Le lendemain, le soleil levant est masqué par une tempête de sable. De minuscules grains de sable et de poussière envahissent les yeux et les narines. De telles tempêtes de sable sont assez fréquentes au Soudan et dans la plupart des pays d'Afrique du Nord. Pour les photographes, ce sont de vraies calamités. Je suis en route pour Dongola, où j'espère trouver un vieux ferry à vapeur. À son bord, j'espère pouvoir naviguer jusqu'à Karima, en suivant l'immense S que dessine le Nil. À bord de ma nouvelle Felouk, je me sens comme une coquille de noix sur ce fleuve imposant. Et c'est à cet endroit précis, il y a presque 3000 ans, que les pharaons noirs ont lancé leur invasion vers le nord. Avançons un peu dans le temps. Il y a à peine plus d'un siècle, l'histoire s'est répétée. En 1896, les navires d'une armée conquérante passèrent à nouveau à cet endroit. Mais cette fois, en direction du sud. Au début du 19e siècle, un homme vit le jour dans cette région. Il pensait être un envoyé de Dieu. C'était une sorte de messie musulman connu sous le nom de Mahdi. Lui aussi rêvait d'un empire noir africain, mais musulman cette fois. Aujourd'hui, ses fidèles continuent à se flageller frénétiquement en son honneur. On les appelle les derviches. Il y a 120 ans, une armée de derviches lança une guerre sainte contre le pouvoir colonial britannique. À Khartoum, ils tuèrent le commandant britannique, le général Gordon. Et les Anglais durent attendre 10 ans pour le venger. La revanche apparut sous les traits d'un homme, Lord Kitchener, qui allait devenir l'un des plus remarquables généraux britanniques. Kitchener était déterminé à détruire cette armée de derviches. Pour les retrouver, il s'embarqua sur le Nil. Le lendemain matin, nous arrivons à Dongola. Là, Dongola. Ah, Dongola. Fantastique. Tout près d'ici, en 1896, l'armée de Kitchener se trouva pour la première fois sous le feu nourri des forces derviches. Mais il les vainquit facilement grâce à sa puissance de feu. Ce sont les ferries pour Karima? Ah, il n'y en a plus. Eh bien, voici mon ferry. À cause de l'irrigation et des sécheresses en amont, le niveau du fleuve est bas. Résultat, ces bateaux autrefois magnifiques sont abandonnés dans la boue, condamnés à la rouille. Mon projet de voyager sur une embarcation à vapeur comme Lord Kitchener tombe à l'eau. C'est un vrai cimetière fluvial. Les vestiges d'une culture qui se développa au rythme du Nil. Une culture au charme désuet, mais qui reposait sur le pouvoir impérial britannique. Imaginez un peu la vie à bord de ces bateaux, telle qu'elle a été dépeinte par Agatha Christie dans Mort sur le Nil. Les passagers de première classe devaient se reposer dans d'adorables petites cabines comme celle-ci, sirotant leur gin tonic,
pendant qu'au-dessous d'eux, les Soudanais étaient entassés les uns sur les autres. Il reste encore 800 km jusqu'à Khartoum, un long voyage. Mais à l'époque, cette croisière devait être merveilleusement luxueuse. La bataille de Dongola fut la première victoire de Kitchener. Dongola est réputé pour ses marchés, proposant toute une gamme de produits cultivés sur les bords du Nil. Aujourd'hui, comme en 1896, il y a suffisamment de nourriture pour une armée entière. C'est dans un de ces marchés que je rencontre Ramadan. Lui aussi se rend à Karema. Il me dit qu'il n'y a qu'un moyen pour y arriver rapidement, mais que pour cela, il faut quitter le fleuve et prendre le bus. Combien de temps met le bus pour arriver à Karema? 2 jours. 2 jours de désert avec beaucoup de sable, mais Karema est très jolie. Oui, j'ai vraiment hâte d'y être. Je veux voir le Djebel Barkal. Mais vous aussi, vous descendez à Karema? Oui, je m'arrête à Karema. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que le bus ne part pas avant le surlendemain. J'ai donc 2 jours d'attente. Les Soudanais sont de grands buveurs de thé. Nous continuons donc à élaborer nos plans de voyage en buvant un thé à la menthe. Il n'y a pas grand-chose à voir à Dongola, mais la ville est connue pour sa gastronomie. Je pourrais peut-être me reposer en savourant des spécialités soudanaises. Mais Ramadan me suggère une autre forme de divertissement. Difficile de croire qu'on puisse prendre plaisir à être enterré dans le désert à des kilomètres de toute région habitée. Mais pour les Soudanais, cet endroit est une véritable station thermale, car le sable a d'incroyables vertus. Pour ceux qui souffrent de rhumatisme, par exemple. Après être resté enseveli 1 heure ou 2, le malade se relève et repart sans la moindre douleur ou presque. Mais pour moi qui n'ai pas de rhumatisme, tout cela évoque plutôt un sauna bouillant. Dans 1 heure ou 2, je serai sans doute cuit à point. Monsieur Ramadan, pourriez-vous me passer mon chapeau? Je commence à frire. Combien de temps dois-je rester enfoui? 2 ou 3 heures. Je vais être rôti comme un poulet. Cette petite séance me rappelle une ancienne coutume funéraire des pharaons nubiens. À la mort du roi, ses femmes, ses courtisans, ses gardes et ses domestiques devaient être enterrés vivants avec lui. Il fait de plus en plus chaud, trop chaud. Je vais bientôt être momifié comme un pharaon. Il me protège d'une couverture car le soleil est de plus en plus haut dans le ciel du désert. Apparemment, je commence à attirer un certain public. Mais je ne peux pas indéfiniment les laisser me regarder cuire ainsi. Nous devons retourner à Dongola. Nous avons un bus à prendre. C'est un trajet d'environ 300 km, 12 jours à dos de chameau. Je suis soulagé d'avoir une place dans ce bus. Il n'y a pas de place à l'intérieur, ce qui veut dire que nous devons nous installer sur le toit. Pas de souci, d'en haut, nous avons une vue imprenable. Les bus du désert africain sont hauts en couleur. Et je ne parle pas que de leur aspect. Il vaut mieux aimer le son du klaxon. Je vais vous donner quelque chose pour vous protéger du vent.
Pour éviter que la poussière n'entre dans ma bouche et pour me protéger du soleil, Ramadan insiste pour que je porte un imama, un turban soudanais. Alors que nous nous enfonçons à tombeau ouvert dans le désert, je repense à l'armée de Kitchener, il y a à peine plus d'un siècle. 25 000 hommes à pied dans ce désert. Je suis bien content d'être né à l'âge du transport motorisé. Deux jours plus tard, couverts de poussière et fatigués, nous arrivons à Karima. Avant de me dire au revoir, Ramadan m'aide à trouver un hôtel. C'est la seule auberge de la ville? Oui. Merci, à la prochaine. Thank you. Alors que je me laisse gagner par le sommeil, mes pensées retournent en Nubie, dans cet ancien empire africain. Je suis sur le point de pénétrer dans un pays de pyramides et de temples construits par les pharaons noirs, il y a des milliers d'années. C'est ici qu'ils commencèrent à dominer une grande partie du monde connu. C'est aussi l'endroit où les rois devinrent des dieux. À première vue, Karima est juste une autre ville du désert nord-africain. Mais autrefois, c'était une cité impériale, la capitale des pharaons qui régnaient sur tout le Soudan et une partie de l'Égypte. Surplombant Karima, le Djebel Barkal. À ses pieds, des temples et des sépultures qui datent des pharaons noirs. C'était leur montagne sacrée. C'est ici que se trouvait la source de leur pouvoir. Et c'est d'ici qu'ils se lancèrent à la conquête de l'Égypte, il y a 3000 ans. Dans les temps anciens, ce lieu était le centre de tout un système de croyances qui reliait les dieux et les rois. Le lieu où le paradis et la terre se rejoignaient. C'est le domaine des dieux. Ici, on vénérait Amon-Ré, le dieu des Égyptiens et des Couchites. Sur ce sommet était érigée une plaque dorée, dont les scintillements envoyaient un message jusqu'aux confins du désert. Ce symbole devait rappeler à tous qu'ici se trouvait le temple d'Amon-Ré. C'était le lieu le plus sacré du royaume, le point le plus haut dans leur firmament. De là, ils pouvaient surveiller leur capitale, une bonne partie de l'Empire et son artère principale, le Nil, source de vie. Au cœur de la montagne se trouve un labyrinthe secret. Sur les murs, on peut lire des inscriptions qui ont résisté à plus de 3 millénaires, leur couleur parfaitement préservée par l'air sec du désert.
Même les pharaons noirs les plus puissants craignaient cet endroit où vivaient les rois dieux, où les monarques priaient dans l'espoir de devenir dieux à leur tour. Dans leur foi en Amon-Rê, ils puisèrent l'idée d'une guerre sainte pour conquérir l'Égypte. Mais leurs dieux sont déchus, leurs temples ne sont plus sacrés et leurs rois oubliés depuis bien longtemps. De retour en ville, je tombe sur un mariage. Lors des mariages, l'hospitalité soudanaise bat tous les records. On célèbre l'union dans toute la ville, et comme je suis en ville, je suis automatiquement convié. Une invitation que je ne peux guère décliner. Voici le marié. Il semble un peu inquiet. Il a sans doute de bonnes raisons de l'être. Au Soudan, la plupart des mariages sont arrangés par les familles. Et il est fort possible qu'il n'ait encore jamais vu sa future femme. Dans un mariage, le plus important, c'est le contrat, qui normalement a été établi après des mois et des mois de négociations tendues. C'est aujourd'hui qu'il va être enfin signé et la dot payée. Dès que les mariés auront signé, les hommes rejoindront les femmes pour ce qui est communément appelé un festival. Mais le marié est introuvable. L'officiant dit une prière. Et soudain, une détonation retentit. Un coup de feu est censé signaler la fin des prières et un deuxième la signature du contrat. Enfin, si cet homme arrive à faire fonctionner son fusil. J'aimerais bien qu'il cesse de pointer ce maudit engin vers moi. Ils ont retrouvé le marié, mais il est sur le point de partir. On dirait que tout est terminé avant même d'avoir commencé. Une histoire de prise de bec familiale, semble-t-il. La grand-mère s'est sauvée, les familles se sont séparées, le marié dans un véhicule, la mariée dans un autre, et les voilà qui disparaissent. D'ailleurs, il était temps pour moi aussi de partir. Je tiens toujours à aller visiter les pyramides de l'ancien empire couchite. Pour cela, il faut que je remonte le Nil un peu plus loin et que je pénètre dans le désert. Fort heureusement, Lord Kitchener et son armée ont légué au Soudan un bon réseau de transport. La gare de Karima semble avoir été construite pour une ville de la campagne anglaise. Mais on ne parle pas beaucoup anglais par ici. Du coup, j'ai l'impression que l'achat de mon billet se transforme en loterie. Je ne suis pas vraiment sûr de ma destination, mais enfin, c'est forcément quelque part au Soudan. C'était très bon marché. Si je finis par arriver à Khartoum, le voyage aura été très rentable. La ligne part de Karima et suit la vallée du Nil, avant, je l'espère, de rejoindre Khartoum. Sur le chemin, je m'arrêterai près de Méroé, mais pour l'instant, je dois juste monter dans ce train. Au Soudan, il y a une loi immuable à retenir. Les trains sont toujours bondés. Je pensais être en avance, mais à l'évidence, pas suffisamment. Deuxième loi, les trains partent à l'heure. Celui-ci en tout cas. À la sortie de Karima, nous traversons ce mince ruban de fertilité qui ne doit son existence qu'au Nil. Et d'ailleurs, en un instant, nous sommes en plein désert. Je ne suis pas très sûr de notre prochain arrêt,
mais on me fait comprendre que nous allons grosso modo dans la direction de Khartoum. Les trains soudanais ressemblent aux trains indiens. Ils sont absolument bondés, mais tout fonctionne un peu comme au village. Tout le monde partage sa nourriture, et bien que ce soit un très long voyage et que je ne parle pas arabe, les conditions ne sont finalement pas si mauvaises. Encore faut-il apprécier d'être assis par terre. Mais je suis trop fatigué pour m'en soucier. Bercé par les mouvements du train, je m'endors très vite, alors que nous pénétrons dans un grand néant sablonneux. Mais comme j'allais très vite le découvrir, monter à bord du train était beaucoup plus facile qu'en descendre. À mesure que j'approche des anciennes pyramides des pharaons nubiens, je réalise que je vais devoir jouer les cascadeurs. Ce chemin de fer est l'un des legs de l'Empire britannique dans cette partie de l'Afrique. Je voyage sur le tronçon soudanais de la ligne Le Cap-Le Caire que les Britanniques voulaient mettre en place. J'ai déjà parcouru près de 800 km et j'espère pouvoir descendre près des anciennes pyramides de Méroé. Mais je ne vois aucune gare et ce train ne semble pas vouloir s'arrêter, ni même ralentir. Je n'ai plus le choix. Ce n'est pas ce que j'ai fait de plus intelligent dans ma vie. Je ne conseillerais à personne de sauter d'un train en marche. Je ne sais pas si je me suis cassé la clavicule, mais j'ai reçu un sacré coup. Advienne que pourra. Mais je ne recommande à personne de suivre mon exemple. Le train disparaît dans un mirage alors que je me dirige vers le désert miroitant, l'épaule quelque peu luxée. Sur la ligne d'horizon, ma destination, les pyramides de Méroé. Rien n'illustre mieux le pouvoir du Nil que cette nature hostile. Je suis loin de cette source de vie, dans un désert où le soleil et le vent règnent en maître. Mais même ici, je ne suis pas complètement seul. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Comment ça va? Bien, mais je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un par ici. Vous êtes le premier voyageur que je croise dans le coin. Où allez-vous? Je vais vers le nord. Je vais essayer de prendre un ferry pour traverser le lac Nasser et rejoindre l'Égypte. C'est là d'où je viens. En fait, je suis tombé amoureux du Nil. On dirait que vous avez voyagé partout dans le monde. Oui, en fait, je fais un tour du monde. Je suis parti d'Allemagne en 1995 et maintenant je repars. Je rentre chez moi. Combien de temps vous reste-t-il avant d'arriver chez vous? Je ne sais pas, peut-être encore 6 mois. Il se dirige donc vers le nord et moi, je continue vers le sud.
Les pyramides oubliées. Les Occidentaux sont tellement omnubilés par l'Égypte qu'ils se désintéressent du Soudan, qui ne fait pas partie des circuits touristiques. Ces pyramides sont donc très rarement visitées. Et pourtant, il y a bien plus de pyramides au Soudan qu'en Égypte. Ici, au milieu de nulle part, j'ai trouvé ce qui se rapproche le plus d'un taxi. J'aimerais prendre un dromadaire, c'est possible ? À l'échelle de l'histoire de l'Égypte ancienne, ces pyramides sont relativement récentes, à peine 2400 ans. Mais elles sont restées longtemps cachées aux yeux occidentaux. Elles n'ont été remarquées qu'au milieu du 19e siècle. Elles n'ont jamais fait l'objet de fouilles très poussées. Construites par les pharaons nubiens, elles sont plus petites et plus pointues que leurs célèbres cousines d'Égypte. Mais comme elles ont été saccagées par les pilleurs de tombes. On raconte que 19 rois et 53 reines sont enterrés ici. D'innombrables esclaves, domestiques, chiens, chevaux et autres animaux, ainsi que de l'or et des pierres précieuses les accompagnent dans leur repos éternel. Take some photos. J'ai le sentiment de contempler l'une des merveilles du monde. Ce serait plus merveilleux encore si tous les sommets des pyramides étaient intacts. En 1836, un chasseur de trésors italien les a tous fait sauter. Il a fini par trouver l'or qu'il cherchait. Mais la population était tellement en colère contre lui qu'il a dû s'enfuir pour sauver sa peau avant qu'il ait eu le temps de le récupérer. Il a échappé belle. Ce site est absolument grandiose. Ces monuments sont les vestiges d'une civilisation noire africaine qui a précédé Alexandre le Grand, Jules César et la chrétienté. Son origine est en fait bien plus ancienne. 4000 ans avant Jésus-Christ, à l'aube de l'histoire, elle créa sa propre culture, avec ses sculptures, ses hiéroglyphes, son style architectural. Après la 25e dynastie, elle dura encore 1000 ans, avant d'être finalement éclipsée par l'islam au 7e siècle après Jésus-Christ. Mais alors que j'admire ces murs en ruine, je distingue des graffitis d'une époque plus récente, traces laissées par les aventuriers et les explorateurs européens. À nouveau, je me retrouve dans le sillage de l'armée de Kitchener, dans son avancée implacable vers Khartoum. Il y a près d'un siècle, Kitchener fit construire une voie de chemin de fer pour approvisionner ses troupes. En voici un tronçon. Il y a un vieux dicton soudanais qui dit « Si vous voyez un train, prenez-le ». Les Soudanais disent aussi que si vous hélez un train en marche, il s'arrêtera pour vous.
Ce n'est pas précisément un train, mais ça fera l'affaire. Mais il va beaucoup plus vite que je ne pensais. Je crois qu'ils essaient de me dire qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Si je veux être pris en stop, il faudra que je monte en marche. Quel moyen de locomotion fantastique pour entrer dans El Kodab. On m'apprend qu'il existe un bateau à vapeur qui remonte le Nil et qui peut donc m'amener jusqu'à Khartoum. Il m'a fallu pratiquement 3 semaines pour arriver jusqu'ici. Lord Kitchener avait mis 2 ans, et c'est précisément d'ici qu'il lança l'assaut final. Okay, thank you. J'ai enfin l'occasion de naviguer sur le Nil à bord d'un vieux ferry soudanais. Quelle merveilleuse façon de remonter le plus long fleuve d'Afrique. En 1898, c'est sûrement ainsi que Lord Kitchener entra dans la ville. Et je fais de même plus d'un siècle plus tard. Mais en 1898, un bateau comme celui-ci aurait été bardé de canons. Kitchener s'est servi de toute une flottille pour bombarder Khartoum. Et les ancêtres de ces hommes en ont fait les frais, simples pions dans un conflit politique de grande ampleur qui les dépassait. J'ai parcouru presque 1600 km sur le Nil dans le sillage de l'armée de Kitchener. Et j'approche de la fin de mon voyage. J'aimerais faire un petit détour pour assister à un événement particulier. Mais tout d'abord, mon chauffeur de taxi doit se frayer un chemin dans la circulation chaotique de Khartoum. C'est la grande finale d'une compétition de lutte. Et comme dans toute finale importante, les équipes rivales ont besoin de leurs supporters. Ce sont les légendaires lutteurs de Nuba, à ne pas confondre avec les Nubiens. Ces fiers lutteurs viennent des montagnes de Nuba, au sud de Khartoum, et c'est leur sport traditionnel. Les lutteurs s'enduisent d'ocre, et c'est parti. Les règles sont simples. Il suffit de défier son adversaire, puis d'essayer de le jeter à terre. C'est un cycle sans fin de défis, de luttes et de plaquage au sol, encouragé par les intarissables supporters. Bien que la loi islamique très stricte en vigueur au Soudan désapprouve la lutte, c'est cet esprit combatif que le Mahdi mit à profit pour forger son empire islamique africain. Et c'est ce même esprit combatif qui surprit tant les Britanniques il y a un peu plus d'un siècle. Le coup de grâce eut lieu à la bataille d'Omdurman. C'est ici que l'armée des derviches s'enterra pour attendre l'arrivée des troupes britanniques et égyptiennes. La bataille fut un véritable massacre. La machine de guerre moderne de Kitchener contre une armée médiévale.
Imaginez un peu ce que cela avait dû demander comme effort pour constituer cette défense, mois après mois, pendant que l'énorme armée progressait. Et quand enfin le premier coup de feu fut tiré sur la tombe du Mahdi, on n'assista pas aux heures les plus glorieuses de l'Empire britannique. Pour 48 morts du côté britannique, on dénombra 25 000 martyrs, morts ou laissés pour morts. La bataille d'Omdurman fut une véritable boucherie. Les lances et les dagues ne faisaient pas le poids face à l'artillerie britannique. C'est d'ailleurs à Omdurman qu'une nouvelle arme, la mitrailleuse, fit son apparition. Il ne faut pas s'étonner aujourd'hui si les Soudanais, tout comme les pharaons nubiens avant eux, souhaitent prendre en main leur destinée, comme avait essayé de le faire le Mahdi un siècle plus tôt. Tous les vendredis, au coucher du soleil, les descendants de l'armée Dervish se réunissent. C'est ainsi qu'autrefois leurs ancêtres se préparaient au combat. Et aujourd'hui, c'est toujours ainsi qu'ils entrent en contact avec Dieu. Dervish signifie pauvre. C'est bien ainsi qu'ils apparaissent, certains portant même des vêtements faits de bouts de chiffon. L'extase mystique permet de transporter leur âme, de dépasser la routine du quotidien et d'entrevoir la vie dans l'au-delà. Et alors que le ravissement de la danse les plonge dans la transe, je me demande s'ils ne perpétuent pas une tradition bien plus ancienne. Ils croient que Dieu leur enverra un jour un autre Messie, un autre Mahdi. Comment expliquer chez eux cette obsession pour l'autodétermination? Peut-être gardent-ils le souvenir de cette époque lointaine, où le Soudan, sous l'égide de mystérieux pharaons noirs, régna brièvement sur un vaste empire. À moins qu'après des milliers d'années de troubles, ils en aient assez de se laisser faire. Je m'apprête à redescendre le fleuve de la vie et je prends conscience que la réponse à ces questions est l'unique cause de toute leur peine et de toute leur joie, c'est ce fleuve sur lequel je navigue, le Nil. Je vais maintenant vous laisser sur les mots d'un jeune officier de l'armée britannique qui participa à la bataille d'Omdurman. Son nom est Winston Churchill, et voici ce qu'il écrivit sur le Nil. Il est la vie de cette terre qu'il traverse. Sans ce fleuve, personne n'aurait commencé. Sans lui, personne n'aurait continué. Sans lui, personne ne serait jamais revenu. Il paraît que si l'on boit l'eau du Nil, on y revient toujours. Un jour, je reviendrai, pour un nouveau voyage au bout de la terre.